Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Al24 News. Tout de suite, les principaux titres de cette édition. À Gaza, le génocide se poursuit. Le bilan humain ne cesse de s'alourdir, dépassant désormais les 71 600 martyrs et 171 399 blessés. Toujours dans la bande de Gaza, des habitants contraints de se tourner vers le bois pour se chauffer et se nourrir en plein hiver, faute de tout autre moyen. Sahara occidental, une organisation dénonce la complicité de l'Union européenne dans la violation du droit à l'autodétermination. Au Soudan, le président du Conseil souverain de transition fixe les conditions d'un cessez-le-feu et d'un futur gouvernement. Et enfin, en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky réclame davantage de munitions anti-aériennes face à l'intensification des frappes russes. Bienvenue à toutes et à tous. On entame cette édition par la situation dans la bande de Gaza. Pas de répit pour les Gazaouis pour le bilan de l'agression génocidaire sioniste a grimpé donc ce dimanche, atteignant les 71 657 martyrs et 171 399 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, le corps de 3 martyrs ainsi que 8 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures, indique la même source, notant que les corps de milliers de victimes se trouvent encore sous les décombres. En violation continue de l'accord de cessez-le-feu, un Palestinien a été assassiné et d'autres ont été blessés suite à des raids aériens intensifs menés par l'occupation sioniste par ou sur des zones orientales du quartier de Toufah à l'est de la ville de Gaza, parallèlement à des tirs intensifs provenant des véhicules de l'occupation à l'est du camp de Jabalia au nord de l'enclave palestinienne. Le directeur de l'association d'aide médicale à Gaza a déclaré que plus de 5000 enfants souffrent de problèmes de santé graves et ont besoin d'une évacuation médicale urgente pour être soignés. À l'étranger, les Palestiniens de la bande de Gaza continuent de souffrir d'une pénurie de nourriture, de médicaments et de fournitures médicales en raison du refus criminel de l'occupant qui empêche l'entrée de l'aide d'urgence. Toutes les entrées du personnel international de Médecins sans frontières à Gaza ont été refusées. L'acheminement de son matériel a été bloqué depuis le début de l'année 2026, déplore l'ONG dans un communiqué dénonçant les pressions exercées par l'entité sioniste qui a délibérément contraint MSF à un choix impossible. Ces blocages administratifs s'inscrivent dans une campagne plus large des autorités visant à entraver, discréditer et délégitimer l'action humanitaire. Les populations palestiniennes n'ont jamais autant eu besoin que des organisations comme MSF puissent intensifier leurs activités de secours. Nous envisageons à titre exceptionnel la transmission d'une liste de noms de membres de personnel international et palestinien. Cette décision fait suite à un processus de concertation avec nos collègues palestiniens. Notre volonté est d'éviter une suspension forcée de ces opérations en Palestine à compter du 1er mars 2026. Le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzaroni, a de nouveau dénoncé dimanche l'interdiction persistante par l'entité sioniste aux journalistes internationaux d'entrer dans la bande de Gaza, soulignant que cette mesure alimente les campagnes de désinformation et les récits polarisés. Les journalistes palestiniens ont été nos yeux et nos oreilles pour couvrir les atrocités de la guerre à Gaza et pour donner un visage humain à ses conséquences. Ils ont travaillé avec héroïsme contre toute attente.
aux côtés des travailleurs humanitaires. Ils ont payé un lourd tribut, parfois le prix ultime. Plus de 230 d'entre eux ont été tués. Raza est l'endroit le plus dangereux au monde pour être journaliste, tout comme il est le plus dangereux pour être travailleur humanitaire. Depuis le début de la guerre, les journalistes internationaux sont interdits d'entrer à Raza de manière indépendante. Une atteinte grave à un principe fondamental de la liberté de la presse. L'interdiction faite aux journalistes internationaux dure depuis trop longtemps. Sa levée est aujourd'hui plus que nécessaire. Le bois, ressource vitale et produit de luxe à Gaza, en effet, à force de pénurie d'électricité et de gaz, les habitants de l'enclave n'ont autre choix que de se tourner vers le bois de chauffage pour se réchauffer et se nourrir ou préparer de quoi se nourrir durant ces longs mois d'hiver. Commentaire de notre collègue Amel Amezian-Zitouni. Une montagne de troncs d'arbres qui sera coupée en bûches de bois à l'aide de pioches ou de scies électriques pour être vendue sur les marchés. Du bois de chauffage essentiel à la survie des Gazaouis en plein hiver. Pouvoir se chauffer et préparer à manger à Raza devient un luxe inaccessible pour beaucoup. Les gens n'ont pas de gaz pour cuisiner. Ils achètent jusqu'à 4 kilos de bois, juste assez pour leurs besoins domestiques. Nous l'achetons en gros morceaux et nous le coupons. Les gens risquent leur vie pour du bois. Vous apprenez que votre ami est tombé en martyr car il est allé ramasser du bois pour préparer de quoi nourrir sa famille. Après plus de 2 ans de génocide, l'enclave palestinienne n'est qu'un ensemble de ruines invivables. Rien n'a pu résister à la sauvagerie sioniste, y compris la flore. Le bois est donc devenu une denrée très convoitée et surtout très rare. Et en l'absence de gaz de ville et d'électricité, toute l'enclave se rue sur le bois de chauffage. Ce bois de chauffage est difficile à trouver. Nous souhaitons un retour à la normale et que le bois de chauffage soit de nouveau disponible. Nous voulons qu'un distributeur de gaz vienne remplir la bonbonne pour que la situation redevienne comme avant. Nous voulons que tous les aspects de la vie s'améliorent. Même les cuisines caritatives peinent à assurer des repas chauds aux habitants de l'enclave. Le personnel se démène chaque jour pour trouver suffisamment de bois de chauffage afin de pouvoir préparer les repas. Il leur faut en moyenne 300 à 500 kg de bois par jour pour pouvoir répondre à la demande. Trouver du bois de chauffage est devenu extrêmement difficile. Nous avons beaucoup de mal à nous procurer ne serait-ce qu'une petite quantité pour continuer à cuisiner et à distribuer des repas aux personnes dans le besoin. Il nous en faut entre 300 et 500 kilos par jour. Faute de bois disponible, nombreux Gazaouis risquent quotidiennement leur vie en franchissant la ligne jaune tracée par l'occupant sioniste afin de récupérer quelques morceaux de bois. Malheureusement, le froid a déjà fait plusieurs victimes à Raza. Au moins 9 enfants sont morts d'hypothermie cet hiver. Un Palestinien a été assassiné par les balles de l'occupation à Ramallah en Cisjordanie. Occupé dimanche, l'agence de presse palestinienne Wafa a rapporté qu'un jeune Palestinien a été assassiné après avoir été poursuivi et tué par les forces d'occupation au nord-ouest de Ramallah. Les cours de la mosquée Al-Aqsa dans la ville occupée d'Al-Quds ont été envahis ce dimanche par des dizaines de colons sionistes. Ils ont effectué des marches provocatrices et ont accompli des rituels talmudiques. Selon le ministère des Affaires religieuses, les colons, protégés par les forces d'occupation sionistes, ont fait éruption dans la mosquée Al-Aqsa 280 fois au cours de l'année dernière. La capitale danoise, Copenhague, a été le théâtre d'une manifestation dénonçant les violations sionistes qui se poursuivent dans la bande de Gaza, malgré l'annonce d'un cessez-le-feu depuis le 10 octobre dernier. Les manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens, scandant des slogans de soutien. Ils ont exhorté le gouvernement danois à prendre des mesures concrètes et sérieuses contre les violations sionistes. En Irak, le Parlement tiendra mardi une session
parlementaire consacrée à l'élection du nouveau président du pays. Première étape avant la désignation du chef du gouvernement, selon l'agence de presse officielle INA qui cite le président du Parlement, Haybat Al-Halboussi. Une fois désigné, le nouveau président disposera de 15 jours pour nommer un Premier ministre, un poste qui devrait revenir à l'ancien Premier ministre Nouri El-Maliki. En Algérie, le président de la République Abdelmadjid Tebboune préside dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée au lancement de la mine de zinc plan de Oued Amizour et le suivi de l'état d'avancement du projet de ligne ferroviaire minière Bled El Hadba, Oued Kebrit Port Annaba, destiné au transport du phosphate et des engrais extraits et produits, ainsi qu'aux mesures et dispositions prises pour l'approvisionnement du marché durant le mois de Ramadan. Et dans des lettres adressées aux ambassadeurs de l'Union européenne à Bruxelles, l'Observatoire sahraoui de surveillance des ressources naturelles et de protection de l'environnement a dénoncé les tentatives incessantes de l'occupant marocain d'imposer l'intégration des richesses naturelles du Sahara occidental dans les accords commerciaux et de pêche conclus avec l'Union européenne. L'Union européenne ne peut défendre le droit des peuples à l'autodétermination tout en ignorant les droits fondamentaux du peuple sahraoui. Toutes les décisions rendues par la Cour européenne de justice et la Cour internationale de justice confirment que le Sahara occidental est un territoire indépendant et distinct du Maroc et que tout accord concernant son territoire ou ses ressources naturelles nécessite l'accord du peuple sahraoui. Selon l'Observatoire sahraoui de surveillance des ressources naturelles et de protection de l'environnement, le Maroc continue de faire pression sur l'Union européenne pour qu'elle adopte ces thèses fallacieuses. Malgré ces dispositions juridiques claires, le Maroc continue de faire pression sur l'Union européenne pour qu'elle adopte ces thèses fallacieuses qui n'ont aucune reconnaissance internationale réelle. L'Union européenne est confrontée à un véritable test de crédibilité. L'autodétermination n'est pas une option politique négociable, mais un droit légal inaliénable des peuples. L'Observatoire sahraoui de surveillance des ressources naturelles et de protection de l'environnement a mis en garde contre les risques liés au mépris systématique des décisions de la justice européenne concernant la question sahraoui, demandant à l'Union européenne d'adopter une position juridique ferme et claire, garantissant au peuple sahraoui l'exercice de ses droits fondamentaux. La poursuite par l'Union européenne de sa coopération économique avec le Maroc, y compris au Sahara occidental, sans le consentement de la population locale, expose l'Union à des risques juridiques et sape sa crédibilité autant que défenseur du droit international et des droits des peuples. Nous appelons à l'adoption d'une position juridique ferme et claire qui garantisse au peuple sahraoui l'exercice de ses droits fondamentaux et mette fin aux violations marocaines qui ternissent l'image du droit international. Les forces spéciales de l'Agence nationale de sécurité qui comprend les services des renseignements et de sécurité somaliennes ont annoncé le succès d'une opération militaire visant à neutraliser les dirigeants du groupe terroriste Al-Shabaab situé dans Konyo Barrow au sud-ouest de la capitale somalienne Mogadiscio. Le communiqué ajoute que l'opération s'inscrit dans le cadre d'une stratégie visant à éliminer la menace terroriste et à renforcer la sécurité dans le pays. Le président du Conseil souverain de transition soudanais a affirmé que l'État n'accepterait aucune souveraineté parallèle en dehors du cadre de ses institutions légitimes, précisant que le cessez-le-feu devrait être assorti de conditions claires garantissant la fin de la crise. Al-Racine Al-Burhan a souligné que la paix nécessite une approche globale garantissant le retour du contrôle total sur les institutions de l'État, affirmant que l'armée restera déterminée à protéger le Soudan contre toute menace à sa souveraineté et à sa sécurité intérieure. Le Soudan, plongé dans une guerre civile depuis avril 2023, subit, outre les lourdes pertes humaines, un pillage massif de son patrimoine culturel, aujourd'hui endommagé ou détruit. Commentaire de Maria Chouillard.
La guerre au Soudan, qui dure depuis près de 3 ans, n'épargne rien, pas même l'héritage culturel du pays. Musées, sites historiques et collections précieuses sont aujourd'hui pris pour cible, mettant en péril des siècles d'histoire. Les données officielles révèlent qu'au total 22 musées nationaux ont été endommagés ou pillés et qu'environ 4000 pièces de reliques culturelles ont disparu depuis le début de cette guerre. Notre musée est dans une situation catastrophique. De nombreuses reliques culturelles ont été pillées, tandis que d'autres ont été complètement détruites ou endommagées à des degrés divers. Le bâtiment principal ainsi que plusieurs structures importantes du musée ont été touchées par des roquettes. Profitant de l'effondrement des institutions, des réseaux de trafic illégal s'emparent de ces biens culturels pour les revendre sur des marchés internationaux. L'UNESCO et des experts archéologiques appellent le marché international de l'art à ne pas accepter de reliques d'origine inconnue. De nombreux musées ont été pillés et vandalisés, ce qui compte parmi les conséquences les plus graves du conflit. Cette dévastation menace de détruire notre culture, d'effacer notre histoire et de saper la reconnaissance par le peuple soudanais de son patrimoine historique et de son identité. Le gouvernement soudanais a annoncé mardi dernier avoir récupéré 570 pièces appartenant au patrimoine. Mais face à la guerre, la plupart des musées, confrontés à un manque de personnel et de financement, n'ont pas encore ouvert leurs portes. La récupération du patrimoine perdu et la reconstruction des infrastructures culturelles restent une tâche ardue et de longue haleine. Nous devons demander des comptes à ces pilleurs de reliques et exhorter la communauté internationale à prendre des mesures contre le vol et le trafic de ces artefacts. Alors que les combats se poursuivent, la sauvegarde du patrimoine devient une urgence, car au-delà des pierres et des objets, c'est la mémoire et l'identité d'un peuple qui sont aujourd'hui menacés. Et dans le conflit russo-ukrainien, les autorités russes ont annoncé que des installations énergétiques avaient été endommagées lors d'un bombardement ukrainien intensif sur Belgorod dans la nuit de samedi à dimanche en réponse au bombardement de Moscou sur leurs installations énergétiques. La défense russe a confirmé que ses forces avaient bombardé une infrastructure énergétique soutenant le complexe industriel militaire ukrainien alors que les coupures d'électricité se poursuivent dans plusieurs villes, dont la capitale Kiev. Le président lituanien a accueilli dimanche à Vilnius le président ukrainien en visite officielle. Au cours de ce voyage, les deux dirigeants devraient également rencontrer le président polonais dans le cadre du triangle de Lublin. Zelensky et son épouse doivent également se joindre à leurs homologues lors des événements commémorant l'anniversaire du soulèvement de janvier 1863 qui a vu des insurgés polonais puis lituaniens se rebeller contre la domination de l'Empire russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé dimanche à ses alliés plus de moyens de défense antiaérienne face aux frappes russes qui ont privé des centaines de milliers d'habitants de Kiev d'électricité et de chauffage au plus fort de l'hiver. Selon Zelensky, rien que cette semaine, les Russes ont lancé plus de 1700 drones d'attaque et plus de 1380 bombes aériennes guidées et 69 missiles de divers types. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a averti que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN créerait une menace constante de conflits militaires. Selon lui, s'exprimant samedi lors d'une réunion du parti au pouvoir en Hongrie, Orbán a confirmé le rôle crucial de l'Ukraine en tant que zone tampon pour la stabilité de l'Europe et la fin du conflit et a appelé à son retour à la neutralité.
La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a appelé à un véritable dialogue politique incluant toutes les parties dans le but, selon elle, de sortir le pays de la situation de polarisation extrême. Rodriguez a appelé l'opposition à parvenir à des accords dans l'intérêt du peuple, ajoutant qu'il ne pouvait y avoir de divergences politiques ou partisanes lorsqu'il s'agit de la paix du Venezuela. Samedi soir, environ 1 millier d'Américains se sont rassemblés dans un parc près du lieu où Alex Preti a été abattu par un agent fédéral de l'immigration à Minneapolis plus tôt dans la journée. Certains scandaient « Résister à l'ICE n'est pas un crime » et « Observer l'ICE n'est pas un crime ». D'autres scandaient les noms de René Good et Alex Preti, deux habitants de la région abattus par des agents fédéraux à moins de 3 km de distance à Minneapolis ce mois-ci. La sénatrice Amy Klobuchar a appelé le service de l'immigration et des douanes à quitter le Minnesota après qu'un agent fédéral de l'immigration a abattu un homme à Minneapolis, attirant de centaines de manifestants dans les rues glaciales et exacerbant les tensions dans une ville déjà secouée par une fusillade mortelle quelques semaines auparavant. Our message is really clear. Notre message est très clair et direct. Nous voulons que l'ICE quitte le Minnesota. Il ne renforce pas notre sécurité, comme le montre le meurtre tragique que les gens ont vu de manière viscérale sur cette vidéo. Au contraire, ils la rendent moins sûre. Enfin, nous appelons nos collègues républicains à se joindre à nous. Je sais qu'ils savent ce qui se passe ici, car cela se produit dans leur propre circonscription. La ville de Minneapolis dépose une déclaration suite à la fusillade d'aujourd'hui afin d'inciter le juge à statuer lundi sur une ordonnance restrictive temporaire qui nous apporterait un soulagement et contribuerait à mettre fin à cette opération qui a été si préjudiciable à la ville de Minneapolis et à l'État du Minnesota et qui a entraîné de multiples fusillades et des morts tragiques. Et enfin, à Myanmar, les bureaux de vote ont fermé dimanche, marquant le dernier tour d'une élection générale en 3 étapes, couronnant un processus de près d'un mois qui a déjà garanti aux dirigeants du pays et à leurs alliés une majorité parlementaire pour former un nouveau gouvernement. Le Parti de l'Union de la Solidarité et du Développement avait déjà remporté la plupart des sièges en jeu lors des 2 premiers tours de scrutin. Les résultats définitifs pour tous les sièges au Parlement devraient être annoncés plus tard cette semaine. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.